Écoutez, au début de cette interview, je l'ai dit, personne, je pense que personne aux Comores ne va être emmené à la maison d'arrêt et se sentir libéré, sauf la seule et unique personne qui se sentait en danger de mort ou qui a subi d'énormes séquelles. Donc, oui, j'ai vraiment été maltraitée, je juge. Aujourd'hui, je le dis pas pour moi parce que je ne veux pas une certaine pitié ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, cette interview, c'est plutôt au cas où, si je venais à mourir, si quelque chose de mal venait à se passer, je pense que je me serais tue longtemps. D'accord? Mais j'espère que tout ce qui s'est passé pour moi ne reviendra pas un jour. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui d'en parler. Parce que j'estime que au niveau des Comores, surtout sur tout ce qui est agression, l'intimidation prime. L'intimidation a toujours primé. Donc, imaginez-vous une personne qui a été enceinte, qui a été en cavale quelque part, qui est revenue sans, comment dire, vérifier mon état de santé, comment j'étais et tout ça. Donc, à mon arrivée, déjà, c'était galère pour manger. Ça, c'est la chose déjà qui a été très, très difficile. J'ai été très, très mal nourrie. Imaginez-vous que je pouvais rester du matin jusqu'à 18 heures, voire, parce qu'on était en plein mois de Ramadan, pour avoir droit à un manioc très, très dur avec un ulcère, parce que toute femme enceinte saura que c'est très difficile, et un couscous. Parfois, tu pouvais même pas avaler. Donc, il fallait que je continue à boire de l'eau. C'était même pas suffisant l'eau parce qu'il fallait un budget. Et ceux qui me détenaient m'expliquaient qu'il n'y avait pas un budget alloué pour cela. Comme à notre arrestation, mon mari avait 600 euros dans son portefeuille, j'avais quand même demandé à avoir ça, mais bon, c'était par gain de cause. Il y avait aussi un manque de respect sur ma dignité. Si je venais à vomir, tu entendais ceux qui étaient là me dire tu n'as qu'à mourir là-bas, tu vois. Imagine, tu te sens mal, tu es fatigué parce que dans une situation comme ça, tu es très fatigué, tu es enceinte, tu manges pas. Donc quand tu vomis rien, donc ça fait encore plus mal. Et tu entends les gens derrière qui te disent j'espère que tu vas mourir aujourd'hui, tu n'as qu'à mourir. Ça, c'est les mêmes personnes qui te détiennent. Quand tu vas prendre le bain, il y avait un gros manque de dignité parce qu'on me disait de ne pas fermer la porte. Genre comme si peut-être j'allais fuir, il n'y avait même pas quelque part où fuir. Donc je pouvais pas, j'étais gênée, j'osais pas me doucher parce que quelque part j'avais l'impression si je ferme pas la porte, bah, comment je me douche. Et oui, j'ai été victime d'agressions sexuelles. Je me souviens comme si c'était aujourd'hui parce que c'était un vendredi soir, il y avait plus de lumière. C'était la deuxième semaine, je ne saurais dire à quelle date, mais je suis venue, je me souviens, je suis venue un mercredi. J'ai été arrêtée un mercredi et il y a d'abord eu un vendredi et puis un autre vendredi. Je ne saurais même pas vous dire où j'étais parce qu'on nous a ramenés avec des cagoules et tout. Mais ce qui m'a affecté, c'est que le soir même, quand c'était le soir d'après la signature de mes documents, quand j'ai accepté de signer les documents, bah, le soir, et je ne sais même pas par qui, il y a eu la lumière qui s'est éteinte. Et c'était tard, ça devait être très très tard. Et la personne est rentrée et a commencé à me crier dessus. Vas-y, debout. Elle m'a mis de l'eau. Et après, il a commencé à se mettre sur moi. J'étais tellement impuissante et faible parce que, excusez-moi, fatiguée. Et j'ose espérer que si je criais, il y aurait quelqu'un qui m'entendrait, mais il n'y avait personne parce que mon mari, en fait, dans cette maison, il y avait été détenu mon mari, il y avait Norena, il y avait Cheikh aussi, un cousin à moi. Donc, ils ont tous été libérés. Je crois que c'était la veille ou à 2 jours avant. Et après, voilà, il a fait ce qu'il voulait faire et il est reparti. J'avais très mal, j'avais très très mal. Normalement, les gens qui nous gardaient, ils changeaient chaque jour. C'était pas les mêmes personnes tous les jours. Le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu. Ben, il m'a trouvé dans l'état où j'étais. Et j'avais très mal au ventre, je saignais. Et il a dit non, 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 je reste pas. Tard dans la nuit, il a appelé, je crois, son chef qui était le subordonné de Solar.
qui a dit non, je vais pas rester ici, je veux pas rester avec une personne qui est susceptible de mourir et qu'après ça retombe sur moi. Je connais pas son nom, mais c'est l'une des personnes qui a eu tellement pitié de moi. Pour vous dire, j'ai tellement saigné le soir-là, j'ai tellement eu mal. Il est venu, il s'est assis, il a ouvert la porte. Il n'avait pas le droit d'ouvrir la porte parce que si on le retrouvait dans cette situation, il serait éradié de son poste. Et il s'est assis parce que je dormais pas de douleur. Il s'est assis par terre. Il me regardait comme ça, en train de souffrir. Il savait pas quoi faire. Il stressait toute sa vie parce que il se disait, il se sentait genre victime. Il avait l'impression qu'on allait lui remettre ce qui s'est passé sur moi, sur sa tête. Donc après, il a commencé à lire le Coran et à me dire de patienter et à me dire que il voudrait m'aider, mais il sait que je sais très bien que ses boss pourraient le tuer pour ça. Donc, il a essayé de mettre un peu de pression en expliquant que je n'allais pas bien. Il a même menti. Il a dit que j'avais essayé de me suicider juste pour avoir ne serait-ce la pitié qu'on puisse me ramener à l'hôpital. Malheureusement, personne n'a réagi. Et comme il avait peur, bah, il est venu, il est resté assis à me regarder et à prier. Et puis, il me disait de dire le Coran et tout ça. Il a fait de l'eau chaude, il m'a donné. Il a essayé de me ramener aux toilettes. Alors, imaginez-vous que j'étais obligée de rentrer aux toilettes avec un homme qui ne m'avait pas vu juste parce que j'étais dans un sale état. Et il a dit, il peut pas, il peut pas. Il a expliqué à ses potes, je peux pas rester. Il a commencé à crier au téléphone. C'était vers minuit, 1 heure du matin. Et je te jure que le gars-là, il a prié toute sa vie pour pas que je meure ce jour-là. Parce qu'il se disait que si je mourais, ça serait sur lui que ça allait retomber. Et il a plus accepté de revenir. Il a plus accepté, je connaissais pas du tout son nom, mais alhamdoulilah, je sais que s'il voit ça, il va se reconnaître. Je le remercie quelque part. Tellement je galérais de faim le 3e jour après mon arrivée parce que j'avais pas le droit d'aller à l'hôpital. J'ai dû mentir. J'ai dû dire que je sentais pas le bébé bouger ou un truc comme ça, sachant qu'à 3 mois, tu sens pas un bébé, mais j'avais tellement mal, j'avais tellement faim. Je voulais juste aller à l'hôpital pour, c'était même pas pour être auscultée, hein. C'était juste pour que le docteur leur dise qu'il faut la donner à manger. Donc, une fois arrivé à l'hôpital, ben, ils étaient là, ils sortaient pas, donc j'ai vu la gynéco. J'ai essayé de lui dire indirectement, s'il te plaît, dis-leur de me donner juste à manger. Parce que j'avais très faim et ça me faisait mal parce que normalement, j'ai un ulcère. Donc, si je mange pas même quelque chose après 2 heures, déjà de normal, quand je suis pas enceinte, je vomis, je galère beaucoup, j'ai des douleurs atroces au niveau de la poitrine et de derrière. Alors, imaginez encore quand tu manges pas encore, quand tu es enceinte. Donc, une fois devant la gynéco, elle a voulu m'enlever les habits pour m'ausculter, mais les autres n'ont pas voulu sortir de la salle. Donc, elle était très gênée aussi comme moi, mais elle n'avait pas le choix. Donc, elle a soulevé. Je cherchais un moyen pour la dire, s'il te plaît, je m'en fous des médicaments, dis-leur juste de me donner à manger. J'ai essayé de la dire, mais tellement elle aussi, elle était intimidée et de peur, vu les hommes armés qui m'avaient ramenée, elle a même pas pu. Mais j'ai essayé de lui dire. Après, elle a juste dit, écoutez, il faut qu'elle mange et qu'elle prenne les médicaments parce que j'ai compris qu'elle aussi, elle a pris peur. Elle voulait pas montrer comme si je lui ai dit qu'il me donnait pas à manger. Donc, sur la route, j'ai crié, j'ai dit non, je pars pas. Si vous me payez pas à manger, je pars pas. Finalement, ils ont cédé, ils m'ont pris à manger dehors. Ça leur a coûté cher d'ailleurs parce que quand ils m'ont dit on leur a pas donné d'argent, ben j'ai dit écoutez, prenez dans l'argent que vous avez trouvé dans le portefeuille de mon mari, mais s'il vous plaît, donnez-moi à manger. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Donc après, ils m'ont dit ok, mais il faut pas que les boss ils savent. Donc ils parlaient bien de soi là. Sinon, ça va nous coûter cher. Donc j'ai dit ok, d'accord. Et donc, j'ai caché ça. J'ai pas dit, mais ils m'ont payé à manger. Et après, ils ont caché ça pour me donner le soir. Donc, mais après, finalement, ils ont su. Et quand ils ont su, ils ont été obligés de repayer les 50 € qu'ils ont piochés
C'était 100 euros, je crois. 100 euros parce qu'on a payé aussi les médicaments parce qu'ils ont dit on n'a qu'à payer aussi les médicaments en route parce qu'après, si on part, ils ne pensent pas qu'ils ont l'autorisation de le faire. Donc après, ils ont payé les médicaments et ils m'ont payé à manger. Et après, je leur ai dit, vas-y, vous pouvez prendre dans l'argent qu'il y avait dans le portefeuille de mon mari. Donc, quand ils sont arrivés, les boss qui étaient là, bah, ils ont dit non. Ils n'avaient pas le droit de me payer à manger. Et comme ils ont pris la décision de le faire, ils devaient payer ça eux-mêmes de leur poche. Donc finalement, ils ont essayé de retrouver des sous par eux-mêmes pour repayer ça. Même si après que Yasser soit sorti, on ne lui a jamais rendu son argent de toute façon. Bref. Madame, Donc, voilà, je pense que je suis passée partout. Et j'aimerais préciser, aujourd'hui, si j'accepte de parler de ça, il faut savoir que ça impacte ma relation. Parce que déjà, on n'a plus de vie, on est tellement exposé. Notre relation familiale, tout ça, mari, etc. Donc, ça va nous affecter, ça va nous suivre toute notre vie, ça va suivre aussi nos enfants. Mais je me dis que aujourd'hui, si je me tais, c'est qu'il y aura d'autres personnes qui vont subir la même chose. Aujourd'hui, si je me tais, il y aura d'autres femmes qui vont subir la même chose. Vous voyez, je me suis déjà tue une fois. Je refuse de me taire encore une deuxième fois. Au début, tu te dis, tu es jeune, tu as peur de ce que tes parents vont dire, tu as peur de ce que les gens vont dire, donc tu ne dis rien. J'ai déjà subi une agression par une personne de mon quartier. Je n'ai jamais osé dire jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais osé parler jusqu'aujourd'hui. Et pourtant, j'étais jeune. Quand j'ai atteint un âge de parler, j'ai jamais osé dire la vérité. Mais je suis me relevée avec la tête haute. Et en plus, le regarder comme ça, comme si de rien n'était dehors. Aujourd'hui, par abus de pouvoir, aujourd'hui parce que quelqu'un a un gros pouvoir sur l'autre, il peut mener une enquête comme il veut, il peut imposer ses règles et il peut faire des choses pour ne pas que jamais ça se sache. Aujourd'hui, Wallah Landim, je suis sûre que si je suis vivante, c'est parce que une femme enceinte qui serait morte dans les mains dans les mains d'une arrestation ou de quoi que ce soit, ça serait vraiment palpable à la vue nationale. Mais je pense que c'est la seule chose qui m'a sauvée indirectement. Mais peut-être que ça serait peut-être arrivé, ou peut-être que ça va arriver. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ça ne va pas arriver. De toute façon, parmi les intimidations qu'il y a eu toujours, c'est que si je fais pas ceci, ils vont empoisonner ma mère. Si je fais pas cela, si ma sœur revient au pays, elle va être arrêtée. D'ailleurs, ma sœur, ma mère, elle a galéré pendant quoi, 6, 7 ans pour essayer de l'enseigner dans un domaine qui est extrêmement difficile et cher, avec seulement sa couture. Elle a fini son master d'aéronautique depuis juin. Elle est contrainte de ne pas venir parce que ma famille a peur qu'à son arrivée, soit là aussi l'arrête. Parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit que si ma sœur ose venir, il va l'arrêter, tu vois. Donc, elle est bloquée, elle est contrainte, elle n'a pas de situation, elle travaille pas, elle a pas d'argent, elle doit essayer de survenir à ses besoins aussi difficilement que c'est possible, tout simplement parce que ma mère, elle a peur qu'à son arrivée, elle aussi soit arrêtée sous prétexte parce que j'ai un problème X avec Solar et que celui-ci voudrait prendre la maison. Et que si ma sœur, elle vient, c'est que elle pourra aussi défendre que c'est non, elle a jamais signé quoi que ce soit. Donc, voilà. Madame Maintenant, Nazra, oui, vous m'aviez posé des questions, excusez-moi, désolée oui. si s'il y a eu beaucoup trop. C'est que tu essaies de passer au-dessus de certaines difficultés, mais après, tu trouves que tu sais même plus où t'en tenir. Donc, voilà. Excuse-moi, Madame Nazra, est-ce que tu as tout raconté l'histoire d'abus, d'agression sexuelle à votre avocat et quelle était sa réaction comme procédure judiciaire qu'il a fait? C'était le cas ou pas? Écoutez, dès le début de cette histoire, j'ai eu un gros manque de confiance parce que Salah savait que mon avocat c'était Maître Idriss. Donc j'avais peur, je ne sais pas. Quelque part, je me disais qu'il le menaçait ou qu'il l'intimidait ou qu'il l'appelait ou qu'il ceci. À vrai dire, je me suis jamais confiée. Jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis jamais confiée. Je n'ai jamais parlé avec Idriss. Je ne lui ai pas dit le fond de l'histoire. Même lui, j'ai peur parce que je ne sais pas s'il connaît la vraie version de l'histoire. De quel côté sera-t-il? À vrai dire, sur cette histoire,
Je me dis que même si un juge venait à savoir que j'étais victime d'abus de pouvoir, même si mon avocat venait à savoir, même si il venait à savoir que j'étais... en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je suis arrêtée par l'homme le plus puissant de ce pays. Vous comprenez? Et je me dis que si un jour il venait à savoir que je parlais, bah, il allait encore me rendre, peut-être il va me tuer, peut-être il va me rendre la vie encore plus difficile. Je ne sais pas ce qu'il est capable de faire. Donc, je me suis toujours dit dans ma tête que si je parlais, si je me mettais à parler, je n'aurais jamais droit un jour à parler ou à être devant une justice ou à dire la vérité un jour, vous voyez. Donc, je me suis dit, je préfère me taire et voir comment va avancer les choses. Parce que si cela se met à savoir que je parle ne serait-ce d'une petite information, croyez-moi, il est capable, même dans cette prison, de me rendre la vie difficile. Déjà, il a dit ça à mon mari. Il a déjà dit ça à mon mari que je n'ai qu'à faire très attention à ce que je dis et à ce que je fais. Parce que je ne sais pas de quoi il est capable. Mais il lui suffit d'un coup d'appel et que même ma vie en prison sera la plus difficile possible. Soit là aussi a fait une vidéo de mon mari. Il a forcé mon mari à faire une vidéo qui lui a été imposée, je pense, avec un certain journaliste connu sur le nom de, je sais plus, je sais pas, de Alwaton, là, je sais plus comment il s'appelle. Il lui a, il lui a imposé de faire un interview, je pense, qui m'incriminait. Mon mari a fait ça juste parce qu'il espérait que celui-ci allait me rendre, disons, qu'il allait apaiser les choses, qu'il allait arrêter son acharnement sur moi ou ceci. Donc, il a accepté de faire la vidéo contre ne serait-ce que mon souffle. Je sais pas dire si c'est mon souffle ou contre ma vie quelque part, contre ma vie. Donc, il a pris un journaliste qui collabore beaucoup avec eux pour aller poser des questions qui seraient un petit peu comme tout à fait normales, qui allaient m'incriminer. Vous savez que si la population venait à voir des déclarations de mon mari sur moi, ben, tout le monde va y croire. Tout le monde va cesser d'avoir des doutes, tout le monde va y croire. Donc, voilà, il y a plusieurs choses qu'il a pour me faire du chantage. Donc, je me suis dit, et si je parle à mon avocat et que je lui dis la vérité, et que un jour, et que lui, peut-être, je ne sais pas, il décide de réagir, ou il décide de porter plainte, ou il décide de faire quelque chose, et qu'il venait à savoir, tant que je ne serai pas devant un juge, bah, automatiquement, je tombe. Je serai encore plus profond que là où je suis aujourd'hui. Et peut-être que les menaces qu'il m'a dit, parce qu'il m'a dit que c'est très simple, hein, c'est très simple de mettre un poison à une personne chez lui, d'accord? Donc, peut-être qu'il va aller empoisonner ma mère, comme il l'a dit, ou peut-être qu'il va s'en prendre à ma petite sœur qui vient à peine, imaginez-vous, une jeune fille qui a à peine 27 ans, 26 ans, qui vient de finir cette étude, qui était enthousiasmée de rentrer au pays pour commencer à travailler ou aider un peu sa mère après tant de difficultés d'enseignement, qui se retrouve bloqué dans un pays qui n'est pas le sien, tout simplement par peur qu'on l'arrête dans son propre pays, tout simplement par peur qu'on lui gâche la vie dans son propre pays. Donc, quand je pense à tout ça, quand je pense à ma mère, quand je pense à ma famille, quand je pense à toutes les personnes sur lesquelles il a dit il est capable de faire, ils m'ont dit ils sont capables même de mettre le feu chez moi. Donc, est-ce que je me dis, si j'ai fait l'erreur de parler et que ça fuite avant même que je puisse en parler quelque part, bah dans ce cas-là, c'est mort pour moi. Il faut que je sois stratégique, il faut que je puisse me taire, que je joue le jeu, que je ne parle jamais, jusqu'à soit je puisse obtenir une liberté, soit je puisse obtenir comment dirais-je, une justice, soit je sais pas, et après peut-être en parler. Donc jusqu'à ce que je puisse obtenir une justice, genre ne serait-ce obtenir une négociation, je dirais, parce que c'est même pas une justice, j'arrive à obtenir une négociation sur un terme d'accord, là, peut-être je peux dire la vérité à mon avocat et après commencer à parler avec lui ou être ouvert. Mais là, actuellement, j'ai peur. C'est des gens qui ont les mains très longs, très, très longs.
Ils peuvent toucher Nazra, partout. Et ce petit, ce pays, il est très petit devant Souala. Très petit devant Souala. Donc, voilà Nazra, pourquoi est-ce je me suis pas confiée à lui pour le on moment. ne peut pas être, on ne peut pas être insensible